bonsoir. Venez, venez, approchez-vous, cher singe, voilà, allez-y, installez-vous près du feu. Oui, oui, je vous ai bien appelé singe, car contrairement à une idée reçue, nous ne descendons pas du singe, nous sommes des singes. Vous, moi, tous les humains. Et ce soir, je vais vous raconter notre histoire à tous. Parce que notre histoire évolutive n'est pas seulement intéressante, elle est utile, elle dit quelque chose de très concret sur nos besoins, nos fragilités, nos forces, et sur le décalage étrange entre le corps que nous avons et la vie que nous menons. Dans un monde en crise, et qui va de plus en plus vite, prendre le temps, se poser, apprendre à se connaître pour savoir qui on est vraiment et ce qui est bon pour nous, ça ne peut pas nous faire de mal. Il y a un proverbe africain qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Et c'est ce que nous allons faire. Au cours de ce podcast, nous allons suivre la trace de nos origines. Nous allons étudier ensemble notre histoire évolutive pour nous aider à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre. Comme je le disais, nous sommes des singes, des primates, et même, pour être exact, des grands singes qu'on appelle hominidés. Dans notre famille aujourd'hui, on trouve les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, les orang-outans et nous. Nous ne sommes pas au-dessus, dans une échelle imaginaire. Non, nous sommes simplement au bout d'un rameau, dans le buisson du vivant. Un rameau parmi des millions d'autres, mais qui a pris une direction très particulière. C'est au XVIIIe siècle que le naturaliste suédois Carl von Linné classe l'humain parmi les primates dans son livre Systema Naturae, confirmé plus tard par Charles Darwin. Autrement dit, humain égale primate, c'est dans les livres depuis des siècles déjà. D'ailleurs, regardez-vous et regardez les autres grands singes. Nous avons des mains faites pour manipuler, avec des pouces opposables, des yeux positionnés vers l'avant du crâne et qui voient en couleur, et un gros cerveau qui coûte cher en énergie, mais qui adore comprendre. En revanche, il y a un petit détail qui nous différencie depuis longtemps de nos cousins. Nous sommes bipèdes. Tous les hominidés ont la capacité de marcher sur deux jambes. Et je suis sûr que vous avez déjà vu des gorilles ou des chimpanzés marcher debout, d'une démarche un peu chaloupée, presque mal assurée, qui peut, pour nous paraître amusante. Mais nous, humains, sommes la seule espèce de grands singes chez qui la bipédie est permanente. Et une fois que vous avez un corps qui marche debout, un monde entier se réorganise. Les mains se libèrent. On peut porter, transporter, protéger un petit, rapporter de la nourriture, manipuler des objets, faire des outils et surtout voir loin et se déplacer loin, longtemps, en économisant de l'énergie. Et c'est justement cette bipédie qui a déclenché tout le reste, ou presque, il y a des millions d'années. Bon, sauf que si je vous dis des millions d'années, c'est assez flou. Notre cerveau n'est pas très doué pour se représenter les grands ensembles. Aussi, je pense que pour se faire une image plus précise, plus complète de notre évolution, on pourrait simplement reporter certaines grandes dates dans un calendrier fictif de 365 jours. Imaginons par exemple qu'aujourd'hui, là maintenant, au moment où je vous parle, dans notre présent, nous sommes à la dernière seconde, de la dernière minute, de la dernière heure, du dernier jour d'une année qui a commencé il y a 4,2 millions d'années. Commençons au commencement. Au 1er janvier de cette année-là, nos premiers ancêtres apparaissent. Évidemment, ils n'apparaissent pas du jour au lendemain. Ils sont le fruit d'une évolution lente et progressive, mais soit, il y a 4,2 millions d'années, nos arrière fois 10 puissance beaucoup grands-parents apparaissent quelque part en Afrique de l'Est. Ce sont les premiers australopithèques. Pas encore des humains, mais pas des chimpanzés non plus. La branche s'étant séparée du dernier ancêtre commun entre eux et les chimpanzés environ 2 millions d'années plus tôt, soit il y a plus de 6 millions d'années. Leur grand cadeau, c'est ceci. La marche debout devient une stratégie viable. Pas parfaite, pas moderne, pas comme vous et moi, mais suffisamment stable pour changer le destin de la lignée. Ils vivent dans des environnements mosaïques, un peu de savane, un peu de zones boisées. Ils grimpent encore, ils passent encore beaucoup de temps dans les arbres, mais
il marche de plus en plus au sol. On a même retrouvé des empreintes de pas vieilles d'environ 3,6 millions d'années en Tanzanie. Elles ont été mises au jour dans les années 70, notamment par Mary Leakey. Imaginez un matin de la cendre volcanique humide, des silhouettes qui traversent pas à pas, et derrière elles, une trace qui nous parvient comme une carte postale, une preuve simple, nous marchions déjà. Et puis plus tard, il y a Lucie. Lucie apparaît aux alentours du 28 mars dans notre calendrier. Elle a été découverte en 1974 en Éthiopie par Donald Johansson. Elle n'a pas changé le monde à elle seule, évidemment, mais son squelette, partiel et pourtant incroyablement complet pour l'époque, a frappé l'imagination. Elle mesurait à peu près 1,10 m, son cerveau était petit comparé au nôtre et pourtant, elle aussi, elle marchait debout. Si on devait comparer Lucie et ses semblables à nous, on pourrait dire qu'ils auraient environ la taille d'un enfant de 4 ou 5 ans, mais avec une plus petite tête. La petite histoire dit qu'elle a été baptisée Lucie parce qu'au camp, le soir de la découverte, la chanson des Beatles « Lucy in the Sky with Diamonds » passait à la radio. Et qui sait, si elle avait été découverte une année plus tôt, elle aurait pu s'appeler Angie, comme la chanson des Rolling Stones sortie en 1973. Imaginez, 3,2 millions d'années à attendre et à une année près, on n'a pas le même prénom. Bref, si on doit retenir une phrase sur les australopithèques, la voici. Ils ont rendu la bipédie habitable. Mais continuons notre exploration. Vers le 14 juin commence un nouveau chapitre, l'apparition du genre Homo. Et l'un des premiers représentants célèbres, c'est Homo habilis, l'homme habile. Son grand apport ? Un truc très concret, l'entrée de la pierre taillée dans l'histoire. Autour de 2,6 millions d'années, on voit apparaître des éclats tranchants et des galets aménagés, ce qu'on appelle les outils oldowaïens. Et là, il faut être honnête, on a longtemps raconté Homo habilis égale premier fabricant d'outils. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est plus compliqué. Les tout premiers outils connus sont même plus anciens que le genre Homo et plusieurs espèces pouvaient être dans le coup. Mais Homo habilis reste l'icône d'un basculement. Avec lui, l'outil de pierre devient une extension de la main. Un éclat tranchant, c'est une révolution silencieuse. Ça veut dire ouvrir une carcasse plus vite, atteindre la moelle, gratter, découper, transformer la nourriture, transformer le temps. Et quand vous changez l'accès à la nourriture, surtout à des aliments riches en énergie comme la graisse et la moelle, vous changez l'histoire du cerveau. Car un gros cerveau, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc la phrase à retenir ici, c'est qu'avec Homo habilis et ses contemporains, on met un tranchant dans notre main. On arrive vers le 20 juillet, c'est-à-dire il y a 1,9 million d'années. Et là, apparaissent les premiers Homo erectus, qu'on appelle aussi parfois Homo ergaster. Et avec eux, on change d'échelle. Avec Homo erectus, pour la première fois, on voit apparaître des corps franchement humains dans leurs proportions. Jambes longues, bras plus courts, silhouette taillée pour marcher et courir. Le cadeau majeur d'Homo erectus, c'est le duo endurance plus expansion. Nous n'avons jamais été de grands sprinteurs. Encore aujourd'hui, même Usain Bolt se fait battre à la course par un berger allemand. Alors un livrier, on n'en parle même pas. Mais sur la durée, c'est une autre histoire. Avec une morphologie adaptée à la marche et à la course d'endurance, une bonne régulation thermique, une capacité à transpirer, Homo erectus peut poursuivre une proie inlassablement et même aux heures les plus chaudes de la journée. Si sa proie ne réussit pas à se soustraire à sa vue, elle finira par s'épuiser avant lui et finira inéluctablement inscrite au menu du soir. Cette silhouette, cette morphologie va tout changer. On a même un fossile superstar pour l'imaginer, Turkana Boy, le garçon de Turkana. Presque un squelette entier, découvert en 1984 au Kenya par Kamoya Kimeu au sein de l'équipe de Richard Leakey. Il a environ 1,6 million d'années. Et ce qui est fou,
c'est qu'il n'était même pas adulte et il était déjà grand. Par contre, apparemment, il n'y avait pas de chanson à la radio au moment de sa découverte, donc tant pis, on continue à l'appeler Turkana Boy, du nom du lac Turkana près duquel on l'a trouvé. Avec Homo erectus, c'est aussi la grande migration. Pour la première fois, des humains archaïques sortent d'Afrique et s'installent ailleurs, au Proche-Orient, dans le Caucase, en Asie, et puis beaucoup plus tard dans d'autres régions encore. Autre progrès, avec Homo erectus, les outils deviennent designés. On voit apparaître des bifaces, de grands outils symétriques, taillés avec intention. Ce n'est pas juste prendre un caillou et taper dessus pour obtenir une lame tranchante, c'est avoir une forme bien précise en tête. Et puis, il y a le feu. Le feu dans notre histoire, c'est un personnage à part entière. D'abord, on l'utilise sans forcément savoir le créer. On récupère une branche enflammée après un orage, on entretient une braise, on protège une flamme. Si vous avez lu le roman ou vu le film La guerre du feu, vous voyez exactement de quoi je parle. Les traces les plus robustes d'usage du feu remontent au 22 août, soit environ 1,5 million d'années. Et ensuite, longtemps, c'est intermittent. Le feu devient vraiment habituel, régulier, domestiqué beaucoup plus tard, vers le 26 novembre, soit il y a donc environ 400 000 ans. Mais quand il est là, il change tout. Il prolonge la journée, il éloigne les prédateurs, il rend les tubercules plus digestes, il transforme la viande et surtout, il crée ce que nous sommes en train de faire maintenant, un cercle, un foyer, un lieu de parole, un endroit où l'on transmet. Donc la phrase à retenir, c'est qu'Homo erectus a fabriqué un corps pour le monde et il est parti voir le monde. À partir de là, déjà que l'histoire évolutive n'était pas vraiment une ligne droite, mais là ça devient encore plus buissonnesque. Plusieurs espèces humaines apparaissent, coexistent et disparaissent. Certaines vivent en Europe, d'autres en Asie, d'autres en Afrique. Parfois elles se rencontrent, parfois elles vivent à des milliers d'années ou des milliers de kilomètres les unes des autres. Et ça, c'est important à entendre. Pendant longtemps, il n'y a pas l'humain au singulier, il y a des humanités. Aujourd'hui, on connaît plus de 20 espèces d'hominines dans notre arbre et la plupart ont été découvertes récemment, ce qui veut dire que l'histoire continue de bouger. Et quelque part dans ce buisson, à un moment donné, arrive un nouveau personnage, un personnage qui va rester. Homo sapiens apparaît en Afrique autour du 4 décembre dans notre calendrier, soit il y a environ 315 000 ans. Cette datation, on la doit aux recherches menées sur le site de Djebel Irhoud au Maroc. Le cadeau majeur d'Homo sapiens, ce n'est pas seulement un plus gros cerveau, c'est une autre manière d'utiliser l'intelligence, la culture cumulative. La culture cumulative, c'est-à-dire la capacité de transmettre, d'améliorer, d'empiler des connaissances et des inventions, de raconter, de symboliser, de coopérer à grande échelle. Ce qui compte avec Sapiens, ce n'est pas l'individu génial, c'est le réseau. Un groupe de Sapiens n'est pas juste un groupe, c'est une mémoire collective, une bibliothèque vivante. Et ensuite, autour du 25 décembre, soit il y a environ 70 000 ans, les tout premiers Sapiens sortent d'Afrique. Pas en une fois, pas en un seul trajet, mais lors de plusieurs vagues successives. D'ailleurs, la grande dispersion qui a laissé la majorité de l'ADN des non-africains actuels se situe autour de 50 000 ans. En route, Sapiens rencontre d'autres humanités, Néandertal, Denisova, et parfois, il ne fait pas que les croiser. Ils se mélangent. Oui, il y a eu des enfants. Résultat, aujourd'hui, si vous avez des ancêtres eurasiens, vous portez typiquement un petit pourcentage d'ADN néandertalien. Et certains peuples, notamment en Océanie, portent aussi une proportion notable d'ADN dénisovien. Tiens, parlons-en de l'homme de Denisova. L'histoire est dingue. On l'a d'abord repéré dans la grotte de Denisova en Sibérie, mais on ne l'a repéré qu'à partir d'un simple os de doigt. Juste un fragment. Et l'ADN a parlé. Il a révélé une humanité entière dont on a retrouvé les traces possiblement jusqu'à Taïwan. Depuis, Néandertal et Denisova se sont éteints.
mais pas Sapiens. Lui a survécu, non pas parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il était le plus flexible et le plus capable de coopérer. Dernier grand voyage, les Amériques. Les dates d'arrivée ont longtemps été débattues, et elles le sont encore, mais des empreintes fossiles trouvées au Nouveau-Mexique suggèrent une présence humaine il y a plus de 20 000 ans, soit, pour nous, dans la matinée du 30 décembre. Je précise dans la matinée, car un virage survient le 30 décembre vers 22h45. Imaginez, pendant presque toute l'année, nous vivons en chasseurs-cueilleurs. On marche beaucoup, on dort avec le cycle jour-nuit, on vit en petits groupes nomades, on mange une diversité énorme de végétaux, d'animaux, de racines, de noix, de fruits. Et puis, vers le 30 décembre au soir, arrive un virage, le néolithique. Agriculture, élevage, sédentarité. Dans certaines régions, ça commence il y a environ 12 000 ans. Le résultat, lui, est clair. Nos sociétés changent de rythme, on produit, on stocke, on accumule. La population augmente, les villages deviennent des villes. Et ce changement a un prix biologique. Dans de nombreuses régions, on observe une dégradation de certains marqueurs de santé. Apparition des caries, des épisodes de famine plus probables quand une récolte échoue, et apparition aussi de nouvelles maladies liées à la proximité de vie avec le bétail, comme la tuberculose, la variole et bien d'autres. De même, dans plusieurs contextes archéologiques, on constate une diminution de la stature moyenne chez les premiers agriculteurs par rapport aux chasseurs-cueilleurs précédents. Les Cro-Magnons, c'est-à-dire les Homo sapiens du Paléolithique supérieur, mesuraient généralement entre 1,70 m et 1,90 m, et certains individus atteignaient même les 2 mètres. À cause de ce nouveau mode de vie et de son régime alimentaire moins varié, la taille moyenne des Homo sapiens diminue de 10 à 15 cm environ. Les risques de famine augmentent considérablement, le travail devient pénible et les sociétés deviennent plus hiérarchisées et patriarcales avec des dominants et des dominés, en rupture avec l'égalité relative que l'on rencontre aujourd'hui encore chez les populations d'actuels chasseurs-cueilleurs. Une période de 12 000 ans, soit une journée à l'échelle de notre évolution, qui va tout changer et qui va voir survenir le meilleur avec les progrès de la science, de la médecine et du savoir, comme le pire avec les guerres, l'esclavage et une exploitation de la nature de plus en plus intense. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 31 décembre, vers 23h25, arrive la révolution industrielle. Au XVIIIe et XIXe siècle, villes et machines bouleversent le rythme de vie. L'alimentation se standardise, les rythmes naturels de vie et de sommeil sont encore plus perturbés et les premières maladies de civilisation apparaissent. Pire, le 31 décembre, vers 23h52, démarre l'industrialisation massive post-Seconde Guerre mondiale. Après 1945, l'alimentation ultra transformée se généralise et le niveau d'activité physique des humains décline. Plus de 80% des habitants des pays développés vivent dans des milieux urbains et pollués et les maladies de civilisation explosent. Obésité, diabète, maladies cardiovasculaires et bien d'autres. Et même si les connaissances scientifiques et la médecine n'ont jamais été aussi importantes, aussi performantes, elles ne suffisent pas à endiguer ce problème. L'éloignement avec la nature est quasi total et on n'a jamais autant diagnostiqué de dépression. En l'espace de quelques minutes, à l'échelle de notre calendrier de l'évolution, nous avons adopté des modes de vie pour lesquels nous ne sommes pas adaptés. Nous vivons au XXIe siècle, nous nous pensons modernes, mais la réalité, c'est que nous avons toujours le même corps et le même cerveau que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Les processus d'adaptation et d'évolution génétique sont très lents. Notre génétique n'a pas eu le temps de se mettre à jour au rythme des supermarchés, des réseaux sociaux, des néons et des fauteuils. Nous vivons dans un monde très récent avec un corps très ancien. Bon, ok, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce constat ? Pour moi, on arrive à un carrefour. 3 chemins s'offrent à nous. Le premier chemin, c'est celui qui va tout droit. C'est celui qui consiste à continuer, comme on est en train de faire aujourd'hui, à poursuivre droit devant
et à laisser la sélection naturelle éventuellement opérer. Sur ce chemin, seule une poignée d'individus survivra à la malbouffe, à l'inactivité, aux environnements pollués, et le reste de la population sera progressivement balayé. Et attention, dans ce scénario, ne croyez pas que vous et vos descendants ferez forcément partie des survivants. Les probabilités que vous disparaissiez avec l'immense majorité de l'espèce, voire l'espèce tout entière, sont énormes. Le deuxième chemin, c'est celui, un peu utopique, qui fait faire un virage à 180 degrés. Celui qui consisterait à dire « Stop, pousse, attendez les gars, on a fait fausse route, retournons à l'âge de pierre et oublions tous les progrès qu'on a faits et les erreurs qu'on a commises, retournons chasser le mammouth et... zut, non, l'espèce est éteinte. » Trop tard. Même si ça pourrait être marrant à faire le temps d'un stage nature, je pense que personne n'a réellement envie de retrouver les conditions de vie du paléolithique. Et puis il y a le troisième chemin, et c'est celui que, personnellement, j'ai décidé de suivre et que je vais partager avec vous à travers ce podcast et dans un livre que je suis en train d'écrire. C'est le chemin que j'ai choisi de suivre depuis janvier 2003 et qui me réussit plutôt bien. C'est le chemin qui essaie de prendre le meilleur des deux autres. C'est le chemin qui garde les connaissances scientifiques, la médecine, la culture et l'art, mais qui privilégie des conditions de vie, un quotidien, une alimentation et des activités en phase avec notre vraie nature. C'est ce que j'appelle la philosophie de vie néo-chasseur-cueilleur, une combinaison entre retour aux sources et modernité pour mieux vivre au quotidien. Attention, il ne s'agit pas de vouloir créer un homme nouveau. Toutes les idéologies qui ont essayé ont échoué, souvent avec des conséquences désastreuses. Ici, c'est l'inverse. Il ne s'agit pas de changer l'homme, mais de revenir à ce qu'il est. Pas de dogmatisme, que du pragmatisme. En développant cette philosophie de vie, j'ai identifié 12 domaines différents, fondateurs, que je nomme les 12 fondamentaux du mode de vie néo-chasseur-cueilleur. Par exemple, on va parler de notre alimentation. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, d'autant plus qu'en parallèle, je suis coach en nutrition néo-primitive. Donc je vais vous livrer plein de conseils très simples pour manger mieux et donc pour vivre mieux. On parlera aussi de la qualité de notre sommeil, de l'importance des activités physiques et de notre connexion à la nature. Mais aussi d'autres thématiques peut-être plus surprenantes comme prendre le temps de se poser pour observer les étoiles, le piège de l'accumulation d'objets chez soi, pourquoi on est si accro aux réseaux sociaux ou même la délicate question des relations amoureuses et sexuelles. Je vais donc vous livrer une foule de petits trucs pour mieux vivre au quotidien et ressentir un mieux-être durable. Et surtout, tout ce que je vais vous présenter, je ne l'invente pas. Je n'invente rien du tout. Tout vient de publications scientifiques et de sources fiables. Il n'y a rien d'ésotérique ou de New Age là-dedans. À force, c'est votre perception du monde qui va progressivement changer. Mais ça, vous le verrez plus tard. C'est un long chemin, mais il n'est pas difficile si on le parcourt simplement, un pas après l'autre. Vous avez déjà fait un premier pas aujourd'hui en écoutant cet épisode. Vous pouvez en faire un deuxième dès maintenant en vous abonnant au podcast Néo-Chasseur-Cueilleur pour être sûr de ne rater aucun des futurs épisodes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi partager ces épisodes avec les membres de votre clan pour qu'ils puissent eux aussi en profiter. J'ai voulu créer ce podcast comme une discussion conviviale autour d'un feu de camp qui rassemblerait un large cercle d'invités et dans lequel je serai là pour vous raconter notre histoire, pour transmettre des savoirs et vous permettre de vivre une vie plus harmonieuse, plus équilibrée. Le podcast Néo-Chasseur-Cueilleur sera disponible toutes les semaines, dès le mercredi soir, sur les différentes plateformes habituelles comme Apple Podcast, Spotify, Amazon Podcast, etc. Vous pouvez également rejoindre l'écosystème Néo-Chasseur-Cueilleur sur Instagram, vous trouverez le lien dans la description. Profitez-en pour y poser vos questions, pour envoyer vos suggestions de sujets ou pour partager vos expériences. Cher Homo sapiens, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à vous remercier vous-même d'avoir consacré du temps à mieux vous connaître et à prendre soin de vous. Bienvenue dans le cercle du feu de camp, on se retrouve ici même dans 5 jours après le coucher du soleil. Au revoir et à bientôt.